Le 14 août 1957, à 6h42 du matin, le docteur Mikhail Petrov a mené 20 scientifiques dans la vallée de Dyatlov, en Sibérie. Les habitants locaux les avaient remis en garde. Personne ne revient de la vallée de la mort. L'Académie des sciences soviétiques a rejeté cette superstition, la qualifiant de folklore primitif typique des peuples isolés. Les registres officiels indiquaient que la vallée était sûre, simplement isolée. Ils avaient tragiquement tort. À 20h17 le même jour, les 21 scientifiques avaient disparu sans laisser la moindre trace. Pas de corps, pas d'équipement, pas d'empreinte menant vers l'extérieur. La vallée les avait complètement engloutis. Voici l'histoire de l'une des disparitions les plus déconcertantes de l'histoire scientifique. Une histoire où chaque réponse ne fait qu'engendrer d'autres questions impossibles. Et ce qui rend ce cas absolument unique, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qui physiquement n'aurait pas dû pouvoir se produire, et qui pourtant a eu lieu. L'expédition dans la vallée de Dyatlov n'était pas une promenade d'amateurs. Le docteur Mikhail Petrov, 47 ans, était chef du département de géologie structurale à l'Académie des sciences de Moscou. Vétéran de 14 expéditions précédentes en terrain hostile sibérien, il jouissait d'une réputation d'excellence scientifique. À ses côtés, se trouvaient 20 des scientifiques les plus qualifiés de l'Union soviétique. 6 géologues titulaires d'un doctorat, 4 experts en minéralogie, 3 cartographes militaires, 2 biologistes de terrain, 2 techniciens radio et 3 assistants de recherche. La moyenne d'âge du groupe était de 41 ans. Le plus jeune avait 28 ans. Le plus âgé, 62 ans. Ce n'étaient pourtant pas des aventuriers. C'étaient des professionnels méticuleux menant des recherches officielles pour l'État soviétique. L'équipement qu'ils transportaient valait plus de 240 000 roubles, une fortune à l'époque. 3 unités radio longue portée, des instruments géologiques de précision allemande, suffisamment d'équipements de survie pour 3 semaines, et une documentation complète de chaque article dans leur registre d'expédition. La mission officielle consistait à cartographier les gisements minéraux dans la région nord des monts Oural. Mais un détail rendait cette expédition différente. Les guides Mansis, qui connaissaient chaque mètre de cette vallée depuis des générations, ont refusé catégoriquement d'avancer au-delà du point d'entrée. La vallée de la mort ne permet aucun retour, a déclaré Andrei Kourilov, un guide Mansi de 54 ans. 23 personnes ont disparu là-bas au cours des 40 dernières années. Aucune n'est revenue. Aucun corps n'a été retrouvé. Le docteur Petrov a consigné cette conversation dans son journal. Il a écrit « Superstition locale, prévisible chez les populations isolées. Aucune base scientifique. » Il était confiant. Il avait des raisons de l'être. Il avait survécu à des conditions bien plus dangereuses. Mais la confiance, comme il allait bientôt le découvrir, ne protège personne de l'impossible. À 6h42 le matin du 14 août, l'expédition entra dans la vallée. Le dernier message radio des guides Mansis qui les observèrent depuis le point d'entrée fut simple. Le groupe est entré dans la vallée, visibilité totale. Conditions météorologiques excellentes. La première transmission radio du docteur Petrov arriva à 9h15. Camp de base établi. Coordonnées confirmées. Début des recherches préliminaires. Tout se déroulait exactement comme prévu. Le temps était clair. Température de 12 degrés Celsius, pas de vent. Des conditions parfaites pour le travail de terrain. À 12h30, deuxième transmission. Première collecte d'échantillons terminée. Les formations rocheuses correspondent aux cartes géologiques. Aucune anomalie détectée. La voix du docteur Petrov était calme, professionnelle. Il ressemblait à un homme ayant le contrôle total de son expédition. À 15h50, troisième transmission. Installation du campement nocturne terminée à 70%. Toutes les équipes retournent au point central. Le temps reste stable. 21 personnes travaillant en parfaite coordination. Rien dans les transmissions ne suggérait le moindre problème. Rien n'indiquait un danger quelconque. Et puis vint la transmission finale. À 20h17, le technicien radio Boris Antonov envoya le message de clôture standard de la journée. Camp sécurisé. Toutes les équipes présentes. Repas du soir en cours. Prochain contact prévu demain à 7h30. La transmission était claire. Pas de friture. Pas d'interférence. Et puis, le silence. Lorsque le contact de 7h30 n'eut pas lieu le lendemain, les opérateurs radio de la base de Sverdlovsk ne furent pas immédiatement alarmés. Les pannes radio arrivaient. Mais quand 11 heures passèrent sans communication, quand 15 heures passèrent, quand 19 heures passèrent, le protocole d'urgence fut activé. À 6h30, le matin du 18 août,
4 jours après l'entrée dans la vallée, une équipe de recherche de 15 hommes atteignit le campement. Ce qu'ils trouvèrent défiait toute explication rationnelle. Cela défiait les lois fondamentales de la physique. Cela défiait le possible. Le campement était parfaitement intact. 6 tentes militaires de haute qualité étaient dressées en formation précise. Les piquets étaient fermement fixés au sol. Les cordes tendues correctement. À l'intérieur des tentes, les sacs de couchage étaient rangés. Les équipements géologiques étaient organisés et catalogués. Les sacs à dos personnels étaient à leur place désignée. Le feu central avait du bois empilé à côté, prêt à l'emploi. Le repas du soir était encore disposé. Des assiettes en métal avec de la nourriture partiellement consommée. Des tasses avec du thé froid. C'était comme si les gens avaient simplement cessé de manger au milieu du repas et avaient disparu. Mais ce fut ce que l'équipe de recherche ne trouva pas qui transforma cet incident d'un accident potentiel en un mystère véritablement impossible. Il n'y avait aucune empreinte menant hors du campement. Aucune. Le sol aux alentours était suffisamment mou pour préserver les impressions. Les traces de l'équipe de recherche y étaient clairement marquées. Mais au-delà du périmètre du camp, rien. 21 personnes s'étaient volatilisées sans laisser la moindre trace de sortie. Viktor Semenov, chef de l'équipe de secours et ancien éclaireur militaire avec 22 ans d'expérience, fit une déclaration qui serait citée à maintes reprises dans les mois suivants. C'est physiquement impossible. 21 personnes ne peuvent pas quitter un lieu sans laisser d'empreinte. Pas avec ce type de sol. Pas sans laisser absolument rien. C'est comme s'ils avaient été arrachés du sol par quelque chose. Les 3 radios étaient toutes fonctionnelles. L'équipe de recherche les a testées. Elles fonctionnaient parfaitement. Les batteries étaient chargées. Il n'y avait aucun dommage physique. Il n'y avait aucune raison pour laquelle le docteur Petrov n'aurait pas pu lancer un appel de détresse si quelque chose avait mal tourné. Tous les effets personnels étaient présents. Portefeuille avec pièces d'identité. Argent. Montre-bracelet. Certaines fonctionnant encore, marquant le temps comme si de rien n'était. Photos de famille. Même des bijoux personnels. Rien n'avait été emporté. Rien n'avait été volé. Et puis vint la découverte qui rendit tout cela encore plus inexplicable. Les journaux intimes. 8 membres de l'expédition tenaient des journaux détaillés. L'équipe de recherche les a tous retrouvés. La dernière entrée de chaque journal datait de la soirée du 14 août, quelques heures avant la disparition. Les entrées étaient banales. Description du travail sur le terrain. Observation sur la météo. Petite plainte concernant la nourriture. Aucun signe de peur. Aucune mention de quoi que ce soit d'inhabituel. Aucun indice d'un danger imminent. Le journal du docteur Petrov contenait une dernière entrée faite à 19h35. Seulement 42 minutes avant la dernière transmission. Journée productive. Échantillon prometteur collecté. Le moral de l'équipe est haut. Antonov a plaisanté sur la superstition Mansi. Tout le monde a ri. La météo reste favorable. Demain, nous explorerons le canyon nord. 42 minutes plus tard, lui et les 20 autres personnes cessèrent d'exister. Les autorités soviétiques proposèrent initialement 5 explications rationnelles. Première, attaque d'animaux sauvages. Mais il n'y avait pas de sang. Aucun signe de lutte. Aucune marque de griffes ou de dents sur l'équipement ou les tentes. Et les ours ou les loups n'expliquent pas l'absence totale d'empreintes. Deuxième explication. Conditions météorologiques extrêmes et soudaines. Mais les relevés météorologiques confirmaient que le temps était resté stable pendant 72 heures après la disparition. Pas de tempête, pas de blizzard, pas de chute brutale de température. Troisième, avalanche. Mais la vallée n'avait pas une pente suffisante pour des avalanches. Et une avalanche n'explique pas pourquoi le camp est resté parfaitement intact. Elle n'explique pas l'absence de corps. Elle n'explique pas le manque d'empreintes. Quatrième, attaque hostile, peut-être des factions rivales ou des bandits. Mais les bandits emportent les objets de valeur. Ceux-ci sont restés intacts. Et aucun groupe hostile ne pourrait faire disparaître 21 personnes sans laisser une seule trace de combat, sans une seule goutte de sang, sans une seule preuve de présence humaine. Cinquième explication. Désertion de masse. La plus absurde de toutes. 21 scientifiques soviétiques respectés n'abandonnent pas un équipement précieux, des documents d'identité et des fournitures de survie pour fuir à travers un territoire hostile sans laisser d'empreinte. C'est tout simplement impossible. En moins de 72 heures, les 5 explications officielles furent écartées comme étant totalement impossibles. Les enquêteurs n'étaient pas seulement à court de réponses, ils étaient à court d'explications obéissant aux lois fondamentales de la réalité physique.
Le 3 septembre 1957, le colonel Dmitri Volkov, un enquêteur du KGB spécialisé dans les dossiers sensibles, prit l'affaire en main. Il avait 26 ans d'expérience dans l'enquête sur des incidents sensibles. Il avait résolu des cas que d'autres jugeaient impossibles. Mais après 3 semaines dans la vallée Dyatlov, il fit une déclaration extraordinaire dans son rapport confidentiel. Cette affaire n'entre dans aucune catégorie connue de disparition. Il n'y a aucun précédent, aucun parallèle. Les preuves, ou plutôt l'absence totale de preuves, suggèrent quelque chose au-delà de la compréhension conventionnelle des enquêtes. Je suis forcé de conclure que nous ne savons pas ce qui s'est passé ici. Pire, nous ne savons pas ce qui aurait pu se passer ici. Le rapport Volkov resta classifié pendant 34 ans. Mais alors que les autorités soviétiques luttaient pour trouver des explications rationnelles, une nouvelle couche d'impossibilité était sur le point d'émerger. Une couche qui transformerait ce mystère d'inexplicable en véritablement perturbant. Car ce que les enquêteurs découvrirent dans les jours suivants ne défiait pas seulement l'explication. Cela défiait la nature même de la réalité. Les motifs qui commencèrent à émerger n'étaient même pas seulement étranges, ils étaient scientifiquement impossibles. Et ce que ces impossibilités révélèrent sur la vallée Dyatlov allait changer complètement la façon dont cette affaire serait étudiée pendant les 70 années suivantes. Les enquêteurs mesurèrent chaque millimètre du sol autour du campement. La neige était immaculée. Le sol ne montrait aucune compression. Les 21 personnes ne s'étaient pas éloignées à pied. Elles n'étaient allées nulle part à pied. Le 18 août 1957, lorsque la première équipe de recherche atteignit le camp abandonné, elle fit face à une réalité qui défiait la physique élémentaire. Le périmètre autour des tentes fut documenté avec une précision médico-légale. Il n'y avait pas d'empreintes humaines, pas de traces d'animaux, aucun signe de perturbation sur le terrain. C'était comme si 21 scientifiques avaient été effacés de l'existence sans laisser une seule marque physique de leur départ. Les autorités soviétiques lancèrent immédiatement une enquête systématique. Au cours des 28 jours suivants, du 18 août au 15 septembre 1957, des experts de Moscou testèrent toutes les explications conventionnelles. Chaque théorie semblait logique sur le papier. Chaque théorie s'effondrait lorsqu'elle était confrontée aux preuves. La première hypothèse fut celle d'une avalanche. La vallée de Dyatlov était située dans une région montagneuse de Sibérie, connue pour son activité sismique occasionnelle. La topographie de la vallée la rendait théoriquement sujette au glissement de neige sous certaines conditions climatiques. Les géologues soviétiques ont examiné les schémas géographiques. Ils ont passé en revue les données de température du 14 août. Ils ont calculé les angles d'inclinaison et l'accumulation de neige. Sur le papier, la théorie de l'avalanche tenait la route. En réalité, elle était impossible. Les sismologues soviétiques ont révisé chaque tremblement dans un rayon de 200 km. Rien. Aucune activité sismique enregistrée le 14 août 1957. Aucune vibration. Aucun mouvement de terrain. Rien qui aurait pu déclencher un glissement de neige. Mais voici ce qui ne collait pas. Une avalanche laisse une cicatrice. De la terre déplacée. De la neige compactée. Des débris éparpillés. Une végétation détruite. Cette vallée était immaculée. Alexandre Volkov, le géologue en chef affecté à cette enquête, a examiné le site personnellement le 22 août 1957. Son rapport officiel était formel. Il n'y a aucune preuve physique de mouvement de neige ou de terre. La vallée est géologiquement intacte. L'hypothèse de l'avalanche est incohérente avec les observations sur le terrain. En 48 heures, la théorie numéro 1 était morte. La deuxième hypothèse s'est concentrée sur la faune sauvage. La Sibérie abritait des ours bruns, des loups et d'autres grands prédateurs. Les attaques documentées de ces animaux étaient rares, mais pas inconnues. Des zoologistes soviétiques ont été appelés pour évaluer si une attaque coordonnée de prédateurs pouvait expliquer la disparition de 21 personnes. La réponse est venue rapidement. Non. Le docteur Viktor Sokolov, zoologiste réputé pour ses études sur les prédateurs sibériens, a analysé des décennies de données d'attaque. Les ours attaquent des individus isolés ou de petits groupes. Les loups chassent en meute, mais laissent des schémas comportementaux distincts. Dans tous les cas documentés d'attaques mortelles, certaines preuves étaient toujours présentes. Empreintes de pattes, sang, tissus déchirés, signes de lutte, restes partiels de victimes. Au campement de la vallée de Dyatlov, il n'y avait aucune de ces preuves. Il n'y avait aucune trace d'animaux dans un rayon de 50 mètres. Le sol a été examiné avec des instruments de mesure précis. Aucune empreinte de pattes d'ours. Aucun motif de loup. Rien. Il n'y avait pas de sang.
Des équipes forensiques équipées de réactifs chimiques, capables de détecter des traces d'hémoglobine en quantité microscopique, ont passé au peigne fin chaque centimètre du campement. Résultat, négatif. Il n'y avait pas de tissu déchiré. Les tentes étaient intactes. Les vêtements personnels trouvés sur place ne présentaient aucune déchirure, morsure ou dommage compatible avec une attaque animale. Il n'y avait aucun signe de lutte. L'équipement scientifique restait organisé. Les journaux étaient rangés dans les sacs à dos. Tout était ordonné avec une précision méthodique. Et il n'y avait pas de corps à consommer. Une attaque d'ours laisse le chaos. Ici, c'était l'opposé. Un ordre parfait avec 21 personnes disparues. Sokolov a présenté ses conclusions le 28 août. Aucun prédateur connu en Sibérie ne pourrait produire ce schéma de preuve. L'absence de traces, de sang et de signes de consommation élimine toutes les hypothèses d'attaque animale. Théorie numéro 2. Impossible. La troisième théorie semblait la plus rationnelle, hypothermie et exposition extrême. Les nuits sibériennes en août pouvaient être brutales. Bien que la journée du 14 août ait été relativement douce, les températures nocturnes dans les vallées montagneuses pouvaient chuter rapidement. Les médecins légistes ont proposé un scénario d'exposition de masse. Si les scientifiques avaient quitté leur tente pendant la nuit pour une raison quelconque, peut-être une désorientation, peut-être une fausse alerte, ils auraient pu succomber à l'hypothermie avant de réussir à revenir. Les météorologues soviétiques ont récupéré des données climatiques précises du 14 août 1957. La température maximale enregistrée ce jour-là était de 18 degrés Celsius, le minimum nocturne. 4 degrés Celsius, 4 degrés au-dessus de zéro. Une température froide, oui, mortelle. Pas en quelques heures. Surtout pas pour 21 scientifiques expérimentés équipés de vêtements pourtant froids. Mais le problème de timing était encore plus fatal pour cette théorie. Le dernier contact radio a eu lieu à 20h17. Il faisait nuit, mais pas au cœur de la nuit. Les scientifiques étaient entrés dans la vallée à 6h42 du matin. S'ils avaient disparu pendant les heures de clarté, entre 6h42 et 20h17, les températures étaient supérieures à 10 degrés. Une exposition mortelle dans ces conditions ne prendrait pas des heures, mais des jours. Et les vêtements étaient disponibles. Les enquêteurs ont trouvé des vestes épaisses, des gants, des chapeaux et des sacs de couchage intacts à l'intérieur des tentes. Si les scientifiques faisaient face à une exposition fatale, pourquoi n'ont-ils pas pris leur équipement de protection thermique? Il n'y a eu aucun signe de détresse, il n'y a eu aucun appel radio d'urgence, il n'y a eu aucun message de secours. Le dernier enregistrement radio documentait des observations géologiques de routine. Puis, silence. Les médecins légistes ont avancé l'hypothèse de l'exposition. Les enquêteurs de terrain l'ont démontée avec une simple chronologie. Le docteur Pavel Kuznetsov, responsable des examens médico-légaux, a débattu avec le capitaine Andrei Markov, qui dirigeait les opérations de terrain. Kuznetsov a soutenu que la désorientation aurait pu éloigner les scientifiques de la sécurité. Markov a répondu avec des données de terrain. Il n'y a pas d'empreintes menant au loin. S'ils sont partis, où sont-ils allés? S'ils sont restés, où sont-ils? La divergence entre les experts médicaux et les enquêteurs de terrain a mis en évidence un problème central. Aucune spécialité n'avait de réponse qui correspondait à toutes les preuves. Le 5 septembre 1957, la théorie de l'hypothermie a été officiellement écartée. 3 théories. 3 impasses. Chaque explication conventionnelle avait été testée par des experts soviétiques hautement qualifiés. Géologues, zoologues, météorologues, médecins légistes. Chaque théorie semblait plausible jusqu'à ce qu'elle soit confrontée aux faits physiques. Une avalanche ne laisse pas une vallée intacte. Une attaque animale ne laisse pas un ordre parfait. L'hypothermie ne fait pas disparaître 21 personnes par des températures modérées sans trace de pas, sans signe de détresse, sans aucune preuve de mouvement. Les enquêteurs se sont retrouvés face à une conclusion troublante. Aucune des explications conventionnelles ne tenait la route. Le périmètre de recherche a été étendu à 50 km sur 4 semaines. Des équipes spécialisées utilisant des équipements de détection avancés ont passé au peigne fin le terrain montagneux, les vallées adjacentes et les itinéraires de fuite possibles. Résultat, rien, aucun corps, aucun reste humain, aucun vêtement abandonné, aucun équipement jeté. Aucune preuve que 21 personnes aient été ailleurs qu'au campement initial. Le 15 septembre, après 28 jours d'enquête intensive, les autorités soviétiques ont été confrontées à un fait impossible. 21 scientifiques avaient disparu sans laisser la moindre trace physique de départ ou de mort. Toutes les théories rationnelles, catastrophes naturelles,
prédateurs animaux, exposition environnementale, avaient échoué à expliquer ne serait-ce qu'un seul élément du puzzle. Ce que les autorités soviétiques ont découvert par la suite les a contraintes à classer l'affaire pendant 30 ans. Des théories non conventionnelles étaient sur le point d'émerger. Des preuves défiant la science des années 1950 attendaient dans les archives, et les réponses trouvées par les enquêteurs n'ont fait qu'approfondir l'impossibilité qui défiait déjà toute logique humaine. La vallée Dyatlov gardait ses secrets avec une perfection absolue. 3 explications testées, 3 échecs complets, et la certitude grandissante que ce qui s'était passé le 14 août 1957 n'entrait dans aucune catégorie connue de disparition humaine. Le 20 septembre 1957, le ministère de l'Intérieur soviétique a scellé 847 pages de dossiers d'enquête, niveau de classification permanent. Le gouvernement n'a offert aucune explication. Pas de conférence de presse. Aucune déclaration officielle. Juste un silence absolu et des documents enfermés dans des coffres à Moscou, auxquels personne ne pouvait accéder. Il a fallu 30 ans et la chute de l'Union soviétique pour que quelqu'un puisse voir ce que les enquêteurs avaient trouvé. Lorsque les archives ont finalement été ouvertes en 1987, à l'époque de la glasnost, les chercheurs se sont préparés à obtenir des réponses. Ils s'attendaient à découvrir des preuves d'armes nucléaires, d'expériences chimiques secrètes, peut-être d'opérations militaires que le gouvernement soviétique avait dissimulées pendant 3 décennies. Ce qu'ils ont trouvé était bien plus troublant. La preuve que rien, absolument rien, n'avait de sens. Document après document, on découvrait des tests qui auraient dû résoudre l'affaire. Mais chaque résultat ne faisait qu'approfondir l'impossible. La première théorie testée par les enquêteurs soviétiques en 1957 fut celle des radiations. La Sibérie était un territoire d'essai nucléaire, après tout. Si une contamination avait tué les 21 scientifiques, les instruments le montreraient. Ils ont fait venir des compteurs Geiger de Moscou, les plus sensibles disponibles en Union soviétique. Ils ont parcouru chaque centimètre du campement. Ils ont testé le sol autour des tentes. Ils ont testé l'équipement laissé sur place. Ils ont testé l'eau du ruisseau voisin. Ils ont même testé le bois des arbres entourant la vallée. Tous les relevés, négatifs. 0 radiation au-dessus des niveaux de fond naturels. Pas même une trace. La vallée n'était pas contaminée. Elle était simplement vide. Mais les enquêteurs n'ont pas abandonné. Les radiations n'étaient aucune possibilité. Peut-être un agent chimique. Peut-être quelque chose dans l'air, dans l'eau, dans le sol qui les aurait tous empoisonnés simultanément. Ils ont prélevé 73 échantillons, terre à différentes profondeurs, air prélevé dans des récipients hermétiques, eau du ruisseau, amont et aval, végétation du périmètre. Tous ont été envoyés à Leningrad, au laboratoire d'analyse chimique le plus sophistiqué d'Union soviétique. Les résultats sont revenus le 11 octobre 1957. Analyse chimique complète. Aucune substance anormale détectée. Aucun agent toxique. Aucun composé chimique inhabituel. La composition chimique de la vallée était absolument normale pour une région forestière sibérienne. Le docteur Viktor Orlov, toxicologue en chef à l'Institut de Leningrad, a écrit dans son rapport « Nous avons testé tous les agents connus, agents chimiques de guerre, poisons industriels, substances toxiques naturelles. Les échantillons ont montré des profils chimiques cohérents avec une forêt non perturbée. Quoi qu'il soit arrivé aux scientifiques, ce n'était pas une exposition chimique. 2 théories anéanties. Pas de radiation. Pas de produits chimiques. Les dossiers classifiés documentaient chaque test négatif avec des détails douloureux. Et puis sont venues les théories militaires. La vallée Dyatlov se trouvait à 127 km de l'installation militaire soviétique la plus proche. Une base d'essai d'armes classifiée connue seulement sous le nom de Objet 38. Lorsque l'affaire a été classée en 1957, des spéculations ont immédiatement circulé. L'armée testait quelque chose. Une arme expérimentale. Peut-être un missile qui avait échoué. Peut-être des munitions chimiques qui avaient fui. Quelque chose que le gouvernement soviétique ne pouvait pas admettre. Les documents déclassifiés en 1987 ont finalement révélé la vérité sur ces soupçons. Les enquêteurs militaires ont cartographié toutes les installations militaires dans un rayon de 300 km et examiné chaque registre opérationnel de base d'essai, de détachement et d'unités actives en Sibérie en août 1957. Le rapport militaire, daté du 5 septembre 1957, était formel. Aucune opération militaire n'a été menée dans un rayon de 200 km du lieu de la disparition entre le 10 et le 20 août 1957. Aucun essai d'armement, aucune activité d'entraînement,
Aucun mouvement de troupes. Les registres de toutes les installations ont été vérifiés et confirmés. Mais peut-être que les registres étaient erronés. Peut-être que quelque chose d'aussi secret n'avait pas été documenté. Les enquêteurs ont cherché des signatures physiques. Les essais d'armes laissent des preuves, toujours. Les explosions créent des modèles thermiques. Les armes chimiques laissent des résidus. Les missiles laissent des fragments d'explosion. Les essais nucléaires, même mineurs, laissent des isotopes radioactifs. La vallée ne présentait aucune de ces signatures. Rien. Le colonel Dmitri Koslov, qui a réexaminé ce dossier en 1988, a déclaré publiquement « Un essai d'armes laisse des traces, des signatures thermiques, des schémas d'explosion, des traces chimiques. » Ce cas n'en présentait aucune. Si l'armée soviétique avait testé quelque chose là-bas, nous aurions trouvé quelque chose. Nous n'avons rien trouvé parce qu'il n'y avait rien. 5 théories, 5 impasses, avalanche, réfutée par la géologie, faune sauvage, réfutée par l'absence de sang et de corps, hypothermie, réfutée par la chronologie et les preuves, radiation, réfutée par les compteurs Geiger, militaire, réfutée par les registres opérationnels. Mais les dossiers classifiés contenaient un dernier ensemble de documents. Le plus troublant de tous. Les enquêteurs soviétiques ont récupéré les effets personnels des scientifiques disparus. Journaux intimes, carnets de notes, équipements de mesure, appareils photo avec pellicule intacts. Tout était là, parfaitement préservé dans le camp abandonné. Ils ont développé les pellicules des appareils. 127 photographies au total. Ils s'attendaient à voir quelque chose. Des signes de danger, des preuves de panique, peut-être les derniers instants avant que ne se produise l'inexplicable. Les photos montraient des activités d'expédition tout à fait normales. Des scientifiques montant des tentes. Des scientifiques prenant des mesures géologiques. Des scientifiques prenant leur repas autour d'un feu de camp. Des scientifiques souriant à la caméra. La dernière photo a été prise à 17h43, le 14 août 1957, seulement 2h34 avant la dernière transmission radio. Elle montrait le docteur Mikhail Petrov tenant un instrument de mesure sismique, scrutant l'horizon de la vallée. Rien sur les photos ne suggérait un danger. Rien ne suggérait la peur, juste une expédition scientifique de routine. Ils ont analysé les journaux de bord. Les dernières entrées avaient été écrites le matin du 14 août, quelques heures avant la disparition. Le docteur Petrov avait écrit « Relevés sismiques normaux, modèle géologique cohérent avec les formations de la région, temps clair, morale de l'équipe excellent, poursuite de la collecte de données comme prévu. » Une autre scientifique, le docteur Anna Volkov, a noté des observations botaniques. Échantillons de végétation collectés près du ruisseau. Espèces cohérentes avec la cartographie précédente. Aucune anomalie observée. C'étaient des entrées banales, professionnelles, sans urgence, sans peur, sans la moindre indication que quelque chose clochait. Les équipements de mesure ont été examinés. Sismographe, baromètre, thermomètre, tous étaient fonctionnels. Aucun dommage. Aucune altération. Les instruments affichèrent des relevés normaux jusqu'au moment où ils ont simplement cessé d'enregistrer des données. À 20h17 le 14 août 1957, tous les instruments ont cessé d'enregistrer, simultanément. Comme si quelqu'un avait coupé un interrupteur dans tout le camp. Mais personne n'avait rien coupé. Les batteries fonctionnaient encore. Les mécanismes étaient intacts. Les appareils s'étaient simplement arrêtés. Le docteur Sergei Romanenko, spécialiste en instrumentation scientifique de l'Académie soviétique, a examiné les équipements en 1987. Son rapport stipulait: les instruments étaient en parfait état de marche. Il n'y avait aucune défaillance mécanique, aucun dommage. Ils ont simplement cessé d'enregistrer à 20h17, sans explication technique pour cet arrêt simultané. Chaque nouveau test aurait dû illuminer le mystère. Au lieu de cela, chaque analyse, chaque examen approfondissait l'impossible. La vallée n'était pas contaminée. Il n'y avait pas d'activité militaire, pas de catastrophe naturelle, pas de signe de lutte ou de panique. Les scientifiques ont simplement cessé d'exister. Comme s'ils avaient été effacés de la réalité en un seul instant, à 20h17, par une nuit d'août. Et il n'y avait pas de corps. Aucun, nulle part. Les équipes de recherche ont élargi le périmètre à 50 km. Ils ont utilisé des chiens pisteurs, creusé des zones suspectes, dragué le ruisseau, vérifié les grottes avoisinantes. Rien, pas même des fragments d'os, pas même des vêtements déchirés, rien d'autre que le camp parfaitement préservé et 21 personnes qui s'étaient simplement volatilisées. En 2015, un nouveau groupe d'enquête a tenté d'appliquer la technologie moderne à l'affaire. Satellite d'imagerie haute résolution.
radars à pénétration de sol, drones équipés de capteurs thermiques, analyse IA des données historiques. Les résultats furent les mêmes. Aucune anomalie détectée, aucun tunnel souterrain, aucune cavité où des corps auraient pu tomber, aucune signature thermique résiduelle. La technologie moderne n'a fait que confirmer ce que les enquêteurs soviétiques avaient découvert en 1957. La vallée était vide. Complètement vide. Le docteur Elena Morozova, qui a dirigé l'enquête de 2015, a déclaré lors d'une interview « Nous disposions d'instruments avec 60 ans d'avance technologique sur l'enquête originale. Nous pensions trouver quelque chose qu'ils avaient à manquer. Mais chaque test a montré la même chose. Il n'y a rien. Les gens ont simplement disparu sans laisser de traces physiques. La technologie moderne ne résout pas l'impossible. Elle ne fait que le documenter avec plus de précision. 5 théories, 5 impasses. Les enquêteurs avaient testé toutes les explications rationnelles. Toutes ont échoué. Radiation, négatif. Produits chimiques, négatif. Militaire, aucun registre. Catastrophe naturelle, aucune preuve géologique. Lutte ou panique. Les caméras et les journaux intimes montraient une normalité absolue. Le gouvernement soviétique a classé l'affaire pendant 30 ans parce qu'il n'y avait aucune explication. Ce n'était pas pour dissimuler des expériences militaires. Ce n'était pas un secret d'État. C'était simplement une impossibilité documentée qu'aucune théorie scientifique des années 1950 ne pouvait expliquer. Et même avec la technologie moderne, satellites, IA, drones, analyse forensique avancée, le mystère n'a fait que s'épaissir. Chaque élément de preuve ajoutait une autre couche d'impossible. Il n'y avait pas de contamination, mais les gens ont disparu. Il n'y avait pas de violence, mais 21 corps n'ont jamais été retrouvés. Il n'y avait aucun signe de danger, mais une expédition entière a cessé d'exister en quelques minutes. Les dossiers déclassifiés ont révélé quelque chose que les scientifiques soviétiques ne pouvaient pas expliquer avec la science des années 1950. Et en 2025, avec toute la technologie moderne, l'explication n'existe toujours pas. Mais il y avait une source de savoir que les enquêteurs soviétiques avaient initialement rejeté comme de la superstition primitive. Les tribus locales avaient une explication. Elles avaient des avertissements. Elles avaient 300 ans d'histoire sur la vallée. Les scientifiques soviétiques ont écarté ces avertissements en les qualifiant de folklore, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus rien expliquer autrement. Les peuples Evenki l'appelaient Kerimu, l'endroit qui prend. Pendant 3 siècles, ils avaient marqué ces frontières avec des pierres sculptées. Le message était implacable. N'entrez pas. Les scientifiques soviétiques ont ignoré les avertissements. Ils n'ont pas été les premiers à disparaître. 12 juin 1923. 4 chasseurs Evenki sont entrés dans la vallée en suivant des traces d'élan. C'étaient des hommes expérimentés. Ils connaissaient la forêt sibérienne depuis l'enfance. Ils avaient des vivres pour 5 jours. Ils devaient revenir en 1 semaine. 15 jours plus tard, leurs familles ont organisé des recherches. 30 hommes de la tribu ont passé la vallée au peigne fin pendant 3 semaines. Ils ont trouvé le campement intact, l'équipement rangé, la nourriture intacte, les armes chargées, appuyées contre un arbre. Aucun signe de lutte, aucune empreinte au-delà du périmètre du campement, aucun corps. 4 hommes, volatilisés. Les anciens de la tribu ont déclaré la vallée zone interdite. Ils ont placé de nouvelles pierres de marquage. L'interdiction a duré 11 ans. 8 juillet 1934. 2 géologues, Dmitri Volkov et Igor Petrov, ont été envoyés pour cartographier les gisements minéraux régionaux. La même mission qui mènerait l'équipe de 1957 dans la vallée. Moscou n'a pas consulté les Evenki. Ils n'ont pas tenu compte des avertissements. Volkov et Petrov sont entrés dans la vallée à 9 h du matin. Radio fonctionnelle. Point de contrôle prévu à 18 h. La radio est restée silencieuse. L'équipe de secours est arrivée en 72 heures. Ils ont trouvé la tente montée. L'équipement géologique éparpillé, échantillons de roches catalogués, cartes partiellement dessinées, le café encore tiède dans les tasses en métal. Comme si les hommes avaient simplement cessé d'exister en plein travail. Aucun corps, aucune trace. 2 scientifiques effacés. 3 septembre 1948. Une patrouille de 7 soldats a été dépêchée pour enquêter sur une activité suspecte dans la région. Le commandement militaire a tenu des registres détaillés. Ce cas serait le plus documenté. La patrouille a établi le contact radio à 14 h. Entrée dans la vallée. Visibilité bonne. Aucune anomalie visuelle. 16 h. La température a chuté de 8 degrés en 15 minutes. Les boussoles ont un comportement erratique, en attente d'ordre. 16 h 47. Dernière transmission. De la friture.
Des fragments de voix. On n'y arrive pas. Où est Volkov, tu vois? Silence. L'opération de sauvetage a mobilisé 50 soldats. Ils ont trouvé de l'équipement militaire éparpillé sur une zone de 200 mètres. Sans schéma, sans logique. Comme si les hommes avaient tout lâché simultanément et couru dans des directions aléatoires. Mais il n'y avait pas d'empreinte. Pas sur le sol gelé. Pas dans la neige. Rien d'autre que les endroits où les équipements avaient été abandonnés. 7 soldats, armés, entraînés. Communication radio jusqu'à 47 minutes avant les secours. Disparus sans laisser de traces. 4 incidents distincts. 4 disparitions complètes. 13 personnes. 34 ans d'intervalle. Même vallée, même résultat. 0 corps retrouvé. Le schéma était impossible à ignorer et impossible à expliquer. Le docteur Anatoly Markov, anthropologue, a passé 3 mois avec les Evenki en 1952. Son objectif? Documenter les superstitions locales pour une explication scientifique. Il est revenu avec une conclusion différente. Ils n'ont pas de superstition, a écrit Markov dans son rapport. Ils ont des données. 300 ans d'observation constante. Leurs avertissements ne sont pas fondés sur la peur. Ils sont fondés sur des modèles. Des modèles que notre science ne peut toujours pas expliquer. Les anciens Evenki ont décrit des signes spécifiques. Chute brutale de la température sans changement climatique. Désorientation spatiale. Incapacité à garder un cap. Perte de la notion du temps. Comportement animal anormal. Les oiseaux évitant la zone, les rennes refusant d'y entrer. Tous ces signaux ont été rapportés par la patrouille militaire en 1948. 16 minutes avant la disparition. Markov a proposé une hypothèse radicale. Le savoir indigène est un savoir de survie. Quand une culture interdit un territoire pendant des siècles, ce n'est pas de la superstition, c'est de la science empirique. Ils ont identifié des corrélations que nous essayons encore de nommer. Le physicien Dr Viktor Sokolov a catégoriquement rejeté cette approche. Corrélation n'est pas causalité. Les phénomènes naturels doivent avoir des explications naturelles. Notre incapacité à expliquer ne rend pas l'inexplicable réel. Elle rend notre science incomplète. Mais Sokolov ne parvenait pas non plus à expliquer les données. 1959. L'Académie soviétique des sciences a approuvé la première étude géophysique complète de la vallée. S'il y avait une explication naturelle, ils allaient la trouver. Les relevés géomagnétiques ont détecté des anomalies. Des variations du champ magnétique terrestre, 340% supérieures à la moyenne régionale. Concentrées dans une zone circulaire d'environ 4 km, exactement la région où toutes les disparitions ont eu lieu. Prometteur. Des champs magnétiques intenses pourraient causer une désorientation. Expliquer les boussoles erratiques signalées en 1948. Mais ils n'expliquaient pas les disparitions physiques. Les champs magnétiques ne font pas disparaître les corps. Ils n'effacent pas les empreintes. Ils ne vaporisent pas l'équipement. L'anomalie a soulevé plus de questions que de réponses. 1973. Un équipement de surveillance des infrasons a été installé dans le périmètre de la vallée. Théorie. Les ondes sonores de basse fréquence, en dessous de l'audition humaine, peuvent provoquer une panique sévère, une désorientation, des hallucinations. Des fréquences spécifiques induisent une terreur irrationnelle. Les moniteurs ont enregistré des infrasons constants. 7-19 Hz. Exactement la plage qui affecte la cognition humaine. L'explication parfaite pour un comportement erratique. Peut-être que les disparus ont simplement fui, paniqué, morts d'exposition dans un endroit non cartographié. Les corps n'ont pas encore été retrouvés. Sauf que, les recherches ont couvert un rayon de 50 km. Pendant des semaines. Avec des chiens. Avec des radars. Avec des satellites. Rien. Même pas des os. L'infrason expliquait le comportement. Il n'expliquait pas l'évaporation humaine. 1998. Analyse géologique avancée utilisant un sonar à pénétration de sol. Théorie finale. Cavités souterraines. Dolines. Des structures qui pourraient engloutir des gens sans laisser de traces en surface. Le sonar a cartographié une couche de 200 mètres de profondeur. Haute définition. Sensibilité millimétrique. 0 cavité. 0 fracture significative. 0 structure capable de engloutir 13 personnes lors de 4 incidents distincts. Géologiquement, la vallée était solide, stable, normale. Chaque test scientifique révélait un nouveau phénomène. Chaque phénomène soulevait de nouvelles questions. Chaque réponse rendait le mystère plus complexe. La technologie moderne n'a pas résolu l'énigme.
Elle a amplifié l'impossibilité. Le docteur Elena Volkov, petite fille d'une victime, a consacré sa carrière à élucider ce mystère. Physicienne théoricienne, spécialiste des phénomènes anormaux. 40 ans de recherche. En 2015, elle a publié une conclusion dévastatrice. Nous avons testé chaque théorie plausible. Magnétisme, présent, mais insuffisant. Infrason, présent, mais non létal. Géologie, stable. Chaque variable isolée a une explication. La combinaison défie la logique. C'est comme si la vallée fonctionnait selon une physique partiellement différente. Même les physiciens rationalistes ont commencé à admettre quelque chose clochait fondamentalement. Le docteur Mikhail Petrov, sceptique professionnel, enquêteur sur les fraudes paranormales. J'ai passé 20 ans à démystifier des mystères. Il y a toujours une explication. Toujours. Mais cette vallée. Longue pause lors d'une interview en 2018. 13 personnes. 4 incidents. Un siècle d'intervalle. Équipements intacts. 0 corps. Phénomène vérifiable mais inexplicable. Ce n'est pas que nous n'avons pas de réponse. C'est que les réponses violent les prémices fondamentales sur la façon dont la réalité fonctionne. Les anthropologues disent « le savoir indigène était correct, évitez la vallée ». Les physiciens disent « les phénomènes existent, mais la causalité reste inexplicable ». Les sceptiques disent « impossible qu'il n'y ait pas d'explication, mais nous ne parvenons pas à la trouver ». Tous s'accordent sur une chose. La vallée a pris 40 personnes au cours d'un siècle. Pas un seul corps n'a jamais été retrouvé. Le savoir indigène l'avait prédit. 300 ans d'avertissement. Précis. Cohérent. Ignoré. Et il y a autre chose. Quelque chose que même les évêques ne peuvent expliquer complètement. Au cours de toutes ces années, de toutes ces disparitions, de tous ces disparus, il y a eu une exception. Une seule personne qui est entrée dans la vallée et qui est revenue pour en parler. À peine. Son récit était si perturbant que les autorités soviétiques l'ont classé avec le dossier de 1957. Niveau de secret. Égal aux essais nucléaires. Même catégorie d'incidents qui menacent la compréhension fondamentale de la réalité. Parce que ce qu'il a décrit ne devrait pas être possible. Et les examens médicaux ont confirmé que quelque chose d'impossible était arrivé à son corps. Qu'a-t-il vu là-dedans? Que s'est-il passé pendant les heures dont il ne peut se souvenir? Et pourquoi? De toutes les victimes de la vallée au fil des décennies, lui seul a-t-il été autorisé à sortir? Août 2003. 4 étudiants universitaires de Moscou ont ignoré tous les avertissements et sont entrés dans la vallée avec des caméras et des GPS. Un seul en est ressorti. Il a été retrouvé 18 heures plus tard, à 3 km du bord de la vallée, sans aucun souvenir de ce qui était arrivé à ses compagnons ou à lui-même. L'équipe de recherche et de sauvetage l'a localisé à 14h37, le 24 août. Exactement 18 heures après la dernière transmission radio du groupe. Il était assis sur un rocher plat, tournant le dos à la vallée, les jambes croisées et les mains sur les genoux. Ses yeux étaient ouverts. Il n'a pas réagi lorsque les secouristes se sont approchés. On aurait dit qu'il méditait, a rapporté le secouriste Dmitri Volkov. Mais quand on a touché son épaule, il est tombé sur le côté comme un pantin. Il était complètement rigide. Sa température corporelle était normale. Pouls, 72 battements par minute. Tension artérielle, 118/76. Respiration, 16 cycles par minute. Déshydratation modérée, mais rien de critique. Ses vêtements étaient intacts, sans déchirure, saleté ou signe de lutte. Les bottes correctement lacées. Le sac à dos toujours sur le dos, avec tout l'équipement à sa place, appareil photo, GPS, gourde, carte, radio. Tout était exactement comme ça devait l'être. Sauf 3 personnes qui avaient disparu. Et 18 heures qui avaient simplement cessé d'exister dans son esprit. À l'hôpital régional de Krasnoïarsk, les médecins ont réalisé une batterie complète d'examens, scanners, structure cérébrale normale, IRM, aucune lésion, aucune tumeur, aucune anomalie vasculaire, analyse sanguine, aucune drogue, aucune toxine, aucun agent infectieux. Évaluation neurologique, réflexes normaux, coordination motrice parfaite, fonctions cognitives intactes. Son corps allait parfaitement bien. Son esprit avait simplement effacé 18 heures. 3 jours plus tard, quand il a commencé à parler, le psychiatre Dr Anatoly Federov a méthodiquement documenté ses paroles. Les transcriptions ont été classifiées jusqu'en 2004,
date à laquelle elles ont été communiquées aux enquêteurs indépendants. Ce qui figurait sur ces pages défiait toute catégorie médicale connue. « Je me souviens qu'on est entré dans la vallée », a dit le survivant, en fixant ses mains. Il était 20h40. J'ai regardé le GPS parce que Michael a demandé si on devait camper avant la nuit tombée. J'ai dit qu'il nous restait encore 1 heure de lumière. Jusqu'ici, tout était vérifiable. Le dernier contact radio du groupe avec le camp de base a eu lieu à 20h37, confirmant exactement cette information. Et là, j'ai senti que quelque chose clochait. Le survivant a fait une pause de 47 secondes, selon la transcription. Le docteur Federov a noté « Le patient présente une pâleur soudaine, une dilatation des pupilles, une transpiration des paumes. Ce n'était pas comme un vertige, c'était comme si le sol avait basculé, mais il n'avait pas basculé. J'ai regardé en bas et le sol était plat, mais mon corps avait l'impression de tomber sur le côté. » Michael a dit quelque chose, mais les mots n'avaient aucun sens. C'étaient des mots russes, je reconnaissais les sons. Mais c'était comme si mon cerveau n'arrivait pas à les transformer en sens. Amnésie antérograde avec préservation de la conscience phénoménale. Extrêmement rare en dehors de traumatismes cérébraux sévères, que les examens avaient totalement écartés. Après ça, le néant. Je me réveille assis sur un rocher, avec 2 hommes qui me tiennent par les épaules. L'un d'eux crie mon nom. Je ne comprends pas pourquoi il crie. Je ne comprends pas où je suis. « Et vos amis ?» a demandé le docteur Federov. Le survivant l'a regardé avec une confusion sincère. « Quels amis ?» Pendant les premières 72 heures, il ne se souvenait pas être entré dans la vallée avec 3 autres personnes. Cette information a dû être réintroduite plusieurs fois. À chaque fois, il réagissait avec choc, comme s'il l'entendait pour la première fois. La mémoire ne se fixait pas. Ce n'est qu'à la 4e semaine d'hospitalisation, après 16 séances de thérapie cognitive, qu'il a enfin retenu l'information concernant ses compagnons disparus. Mais il n'arrivait à se souvenir de rien à leur sujet. Ni visage, ni nom, ni conversation. Comme si ces 3 êtres humains avaient été chirurgicalement retirés de sa mémoire, sans laisser de cicatrices. Les médecins n'avaient aucune explication. Une amnésie sélective aussi précise n'arrive tout simplement pas sans dommages physiques détectables à l'hippocampe ou au cortex préfrontal. Mais les 2 structures étaient tout à fait normales. En septembre 2003, des enquêteurs russes ont mené une séance de polygraphe, une procédure controversée, mais documentée. Le technicien Yuri Petrenko, avec 23 ans d'expérience dans les interrogatoires militaires, a administré le test. Question témoin. Réussite. Êtes-vous entré dans la vallée avec d'autres personnes? Réponse. On m'a dit que oui. Indicateur physiologique, sincère. Il croyait ne pas savoir. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé pendant les 18 heures? Réponse. Non. Indicateur, vérité absolue. Avez-vous fait quelque chose à vos compagnons? Réponse. Je ne sais pas qui sont mes compagnons. Indicateur, aucune détection de mensonge. Petrenko a écrit dans son rapport, le sujet croit sincèrement en ses réponses. Il n'y a aucune preuve de fabrication consciente ou de suppression délibérée d'informations. Quoi qu'il se soit passé, il n'a pas accès à la mémoire de ces événements. 2 possibilités. Soit le survivant a vécu un événement si traumatisant que son cerveau a complètement bloqué le souvenir par protection psychologique. Soit quelque chose dans la vallée a interféré directement avec sa capacité à former de nouveaux souvenirs, quelque chose que la science médicale ne parvient pas à identifier. Le docteur Elena Sokolova, psychiatre spécialisée dans les traumatismes extrêmes, a évalué le cas en 2004. Son avis a été publié dans le Journal of Traumatic Stress avec tous les noms retirés. Le schéma de l'amnésie n'est pas cohérent avec un trouble de stress post-traumatique classique, a-t-elle écrit. Dans le TSPT, les patients ont généralement des souvenirs intrusifs de l'événement traumatique, pas une absence totale de mémoire. L'amnésie dissociative peut expliquer des lacunes, mais pas la sélectivité chirurgicale observée ici, où les souvenirs de personnes spécifiques sont effacés, alors que tous les autres souvenirs de la même période restent intacts. Elle a conclu, ce cas suggère un mécanisme encore non documenté d'interférence dans la formation de la mémoire, possiblement lié à des facteurs environnementaux inconnus. Facteurs environnementaux inconnus. Le terme technique pour « on ne sait pas ce qui a bien pu se passer ici ». Mais le survivant n'était pas le seul à rapporter des phénomènes étranges aux abords de la vallée. Il était simplement le seul à y être entré et à en être ressorti. Les guides locaux qui emmenaient des groupes de touristes aux limites de la zone d'exclusion ont signalé des sensations similaires. Victor Sazonov, guide depuis 17 ans, à environ 500 mètres du bord,
Je ressens toujours des nausées. Ce n'est pas le mal des transports. C'est quelque chose de plus profond, comme si mon estomac savait que je ne devrais pas être là. Les pilotes d'hélicoptères survolant le périmètre de la vallée décrivèrent des vertiges inexplicables. Andrei Kuznetsov, pilote militaire. J'ai volé au combat en Afghanistan. Je n'ai jamais eu le vertige. Mais quand j'ai survolé cette vallée en 2001, j'ai dû passer les commandes au copilote. J'ai senti que j'allais m'évanouir. Il n'y avait pas de turbulence, pas de problème mécanique. Juste une sensation écrasante que quelque chose n'allait pas. Les chercheurs qui ont tenté d'établir des stations de surveillance à la limite de la zone ont signalé des symptômes similaires. Vertige, désorientation, profond malaise. Dr Igor Maximov, géophysicien. J'ai essayé de passer 3 jours à camper à 2 km de la vallée pour recueillir des relevés géomagnétiques. Le 2e jour, j'ai commencé à avoir du mal à me concentrer. Le 3e, j'ai réalisé que je tournais en rond sans m'en rendre compte. J'ai abandonné l'équipement et je suis parti. Et les animaux. Toujours les animaux. Les chevaux refusèrent d'avancer au-delà d'un certain point. Les chiens de traîneau commençaient à gémir et à tirer dans la direction opposée. Même les corbeaux, connus pour survoler n'importe quelle zone à la recherche de nourriture, évitaient de voler au-dessus de la vallée. Des théories scientifiques ont tenté d'expliquer. Les infrasons, des ondes sonores en dessous de la perception humaine consciente, peuvent causer de l'anxiété, de la désorientation et des nausées. Certains environnements géologiques peuvent produire des infrasons naturellement par la résonance des grottes ou la vibration des formations rocheuses. Mais les mesures d'infrasons dans la vallée ont montré des niveaux normaux. Rien qui puisse expliquer les effets rapportés. Des champs géomagnétiques intenses peuvent influencer la neurologie humaine, causant potentiellement des hallucinations, une perte d'équilibre et une confusion temporelle. Certaines régions de la Terre ont des anomalies magnétiques naturelles. Mais la vallée ne présentait aucune anomalie magnétique détectable. Les relevés étaient cohérents avec ceux de la région environnante. Chaque théorie scientifique avait le même problème. Les effets étaient rapportés par de multiples personnes indépendantes au fil des décennies. Mais aucun mécanisme causal ne pouvait être vérifié. Les gens ressentaient quelque chose. Les instruments ne détectaient rien. Ce qui laisse 2 possibilités encore plus troublantes. Soit il existe un phénomène environnemental que notre technologie actuelle ne peut tout simplement pas mesurer. Soit l'esprit humain détecte quelque chose qu'il ne devrait pas être capable de détecter, quelque chose qui ne s'enregistre pas sur les instruments physiques, parce que ce n'est pas, à proprement parler, physique. En 2005, un consortium de neurologues, psychologues et physiciens de l'environnement a examiné tout le matériel disponible sur la vallée. Ils avaient les témoignages, ils avaient les examens médicaux, ils avaient les données géologiques, ils avaient des registres historiques couvrant un siècle. Leur conclusion commune a été publiée dans un rapport de 34 pages qui peut se résumer en une seule phrase. Nous ne savons pas. Le survivant de 2003 n'a jamais retrouvé ses souvenirs perdus. Il vit aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, travaille comme ingénieur logiciel et mène une vie tout à fait normale. Sauf que de temps en temps, peut-être une fois tous les quelques mois, il se réveille au milieu de la nuit, le cœur battant, avec le sentiment écrasant d'avoir oublié quelque chose d'absolument critique. Il ne sait pas quoi. Il ne le saura jamais. Les corps des 3 autres étudiants n'ont jamais été retrouvés. Leurs noms. Mikhail Volkov, Anna Petrova, Sergei Kozlov. Officiellement, ils sont toujours portés disparus. Leurs familles ont reçu des certificats de décès présumés en 2010, 7 ans après leur disparition. Un survivant. 40 cas documentés de disparition. Un siècle d'avertissement. Et la science moderne n'a toujours pas d'explication. En rassemblant toutes les preuves, physiques, témoignages, historiques, les enquêteurs ont découvert quelque chose de plus troublant que ce que pourrait expliquer n'importe quelle théorie isolée. Car le schéma n'était pas aléatoire, il était précis, presque méthodique. Les dates des disparitions n'étaient pas réparties uniformément tout au long de l'année. Elles se regroupaient dans des fenêtres spécifiques. Les lieux des dernières preuves, empreintes, campements abandonnés, équipements laissés derrière, formaient un schéma géographique à l'intérieur de la vallée. Et le profil des victimes présentait une cohérence statistique qui n'aurait pas dû exister s'il s'agissait d'un pur hasard. En cartographiant toutes les données spatiales et temporelles, une structure est apparue. Quelque chose que les enquêteurs n'avaient jamais envisagé. Une structure, invisible individuellement, mais indéniable lorsqu'elle est vue dans son ensemble. Et c'est cette structure qui rend ce mystère vraiment impossible à résoudre. En 2024, des scientifiques russes ont utilisé l'intelligence artificielle
pour analyser chaque cas de disparition dans la vallée, de 1923 à nos jours. L'algorithme a trouvé un schéma, et ce schéma est terrifiant. Ce schéma révélait une précision glaçante. Géographique, temporelle, comportementale. L'analyse par IA a cartographié les coordonnées exactes de tous les points de disparition connus. 40 personnes sur un siècle. Différentes décennies, différentes expéditions, différents objectifs. Et tous ont disparu à l'intérieur d'un couloir géographique spécifique, une bande de terrain d'environ 12 km de long sur 3 de large. Pas la vallée entière. Une zone spécifique. L'analyse temporelle a révélé des regroupements saisonniers. 63% des disparitions ont eu lieu entre juin et août, les mois d'été sibériens, où la vallée est la plus accessible. Mais voici le détail troublant. Au cours de ces mois, les disparitions se regroupaient dans des fenêtres de 3 à 5 jours. Comme s'il y avait des périodes d'activité spécifiques, des périodes de vulnérabilité. Et l'analyse démographique a montré une cohérence comportementale. Taille des groupes, type d'expertise, méthode d'entrée. Presque tous les disparus étaient des scientifiques ou des chasseurs expérimentés. Presque tous sont entrés de jour. Presque tous étaient dans des groupes de 2 à 6 individus. La conclusion de l'intelligence artificielle. Un schéma non aléatoire avec une causalité inconnue. Le hasard a des explications. Les schémas exigent des causes. Ce schéma n'a aucune cause identifiable. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'après 68 ans d'enquête continue de 1957 à 2025, chaque théorie proposée échoue à un test critique. Récapitulons pourquoi aucune explication n'est tenable. Catastrophes naturelles, avalanches, chutes de pierres, éruptions de gaz volcaniques. Les preuves physiques contredisent cela. Les avalanches laissent des traces détectables. Les éruptions de gaz laissent des signatures chimiques dans le sol. Les chutes de pierres laissent des débris. La vallée montre des preuves géologiques d'instabilité passée, mais aucune ne correspond aux dates des disparitions. Et les catastrophes naturelles n'expliquent pas l'absence totale de corps. Elles n'expliquent pas l'équipement intact retrouvé sans ses propriétaires. Attaque d'animaux sauvages, impossibilité biologique. Les ours de Sibérie sont puissants, mais ne chassent pas systématiquement les humains. Les loups sont territoriaux, mais ne tuent pas sans laisser de traces. Et aucun prédateur connu ne fait disparaître complètement les corps, pas de sang, pas d'os, pas de traces de traînées. La biologie ne le permet pas. Les prédateurs laissent des preuves. Toujours. Radiation ou contamination chimique. Testée à maintes reprises au fil des décennies. Dans les années 1970, des équipes soviétiques ont mesuré les niveaux de radiation dans toute la vallée. Normaux. Dans les années 1990, des tests chimiques ont recherché des toxines industrielles, des métaux lourds, des composés organiques volatiles. Rien au-dessus des niveaux de fond. En 2012, l'analyse isotopique du sol a cherché des signatures de matières radioactives historiques. Négatif. L'hypothèse de la contamination environnementale échoue au test d'épreuve. Il n'y a aucun contaminant détectable. Activité militaire, il n'y a pas de registres opérationnels. Pas de signature d'essai d'armes, pas de zone d'exclusion officielle documentée pour les décennies concernées. Et les opérations militaires laissent des infrastructures bunkers, routes d'accès, marqueurs de périmètre. La vallée n'a rien de tout cela. Les opérations secrètes exigent de la logistique. La logistique laisse des traces. Aucune trace n'a été trouvée. Explications surnaturelles ? Scientifiquement inutilisables. Non pas parce qu'elles sont impossibles, mais parce qu'elles sont infalsifiables. La science a besoin d'hypothèses testables. Les forces spirituelles, ou les portails dimensionnels, ne peuvent être ni mesurés, ni testés, ni réfutés. Ils peuvent être culturellement significatifs, résonner avec les croyances indigènes, être même corrects, mais ils ne peuvent pas être étudiés avec la méthode scientifique. Ils existent en dehors du domaine de la vérification empirique. Connaissances indigènes, descriptivement exactes, causalement inexpliquées. Les Yakoutes avaient des raisons sur la mort, ils avaient des raisons sur le danger. Leurs avertissements se sont avérés valides à travers un siècle de disparition. Mais la vallée prend est une description, pas une explication. C'est l'observation d'un schéma sans mécanisme identifié. C'est une sagesse née de l'expérience. Mais ce n'est pas une théorie scientifique testable. Toutes les explications semblent inadéquates. Et voici l'impossibilité finale. Sans corps, la médecine légale ne peut pas fonctionner. Cause du décès ? Impossible à déterminer. Séquence des événements ? Impossible à reconstituer. Preuve physique de traumatisme, maladie ou incapacité ? Impossible à analyser.
40 personnes disparues. 0 reste humain récupéré. Sans corps, pas d'autopsie. Sans autopsie, pas de réponse définitive. La vallée ne se contente pas de tuer. Elle efface. Alors, où cela nous mène-t-il en décembre 2025 ? La vallée reste sous la surveillance du gouvernement russe. Accès restreint, mais pas interdit. Les expéditions scientifiques nécessitent toujours une autorisation officielle. La surveillance par satellite suit les mouvements humains dans la région. Mais aucune présence permanente n'existe dans la zone de disparition. Aucune station de recherche. Aucun poste d'observation habité. La vallée est observée de loin. La communauté scientifique internationale maintient un intérêt actif. Entre 2020 et 2025, 18 articles ont été publiés dans des revues géologiques, anthropologiques et atmosphériques examinant divers aspects du mystère. Des études contrôlées ont été proposées, incluant l'installation de capteurs permanents, une surveillance environnementale continue, le suivi des animaux avec des balises GPS pour étudier le comportement de la faune dans la zone. Aucune n'a été entièrement mise en œuvre. Le financement est rare. Le risque est élevé. L'autorisation gouvernementale est difficile à obtenir. Mais la technologie moderne a été appliquée, à distance. En 2023 et 2024, des relevés par drone ont cartographié la topographie de la vallée avec une résolution sans précédent. Le lidar a pénétré la canopée forestière. La photographie multispectrale a analysé la composition du sol et la santé de la végétation. Le radar à pénétration de sol a cherché des anomalies souterraines, grottes, cavités, objets enfouis. Ce que les drones ont trouvé ? Des questions, pas des réponses. La topographie a révélé un terrain plus complexe que ne l'indiquaient les cartes précédentes. De nombreuses dépressions, des ravins cachés, des formations rocheuses, créant des micro-environnements. L'analyse de la végétation a montré des zones de croissance anormale, des zones où les arbres poussent plus lentement ou ne poussent pas du tout. Mais il n'y a pas d'explication à cela. Il n'y a pas de contaminant du sol, aucune carence en nutriments identifiables. Et le radar à pénétration de sol a détecté des anomalies de densité à des profondeurs de 8 à 15 mètres. Des structures, des vides, des dépôts minéraux, impossible de le déterminer à distance. Des fouilles seraient nécessaires, et personne n'est prêt à le faire. L'analyse par IA de 2024 a été l'application technologique la plus sophistiquée à ce jour. L'apprentissage automatique appliqué à un siècle de données. Chaque disparition, chaque expédition de recherche, chaque rapport de témoin, chaque mesure environnementale, tout a été intégré dans l'algorithme. L'IA a confirmé le modèle géographique. Elle a confirmé le modèle temporel. Elle a confirmé les cohérences démographiques et comportementales. Et elle n'a pas réussi à identifier une cause. La technologie moderne révèle plus de questions, pas moins. En 2025, la communauté scientifique reste divisée. Il n'y a pas de consensus. Pas de théorie dominante. Des dizaines d'articles publiés. 0 théorie prouvée. Certains chercheurs plaident pour des causes environnementales encore non détectées. Peut-être des composés chimiques rares libérés épisodiquement par des fissures géologiques. D'autres proposent des phénomènes météorologiques extrêmes localisés. Micro-rafales de vent, inversions thermiques soudaines, événements qui ne laissent aucune trace après leur dissipation. D'autres encore suggèrent la psychologie de groupe, de mauvaises décisions prises sous le stress qui mènent des groupes entiers à des erreurs fatales. Aucune de ces théories n'explique l'absence de corps. Aucune n'explique le modèle de précision identifié par l'IA. Aucune n'explique pourquoi, en un siècle, aucun explorateur solitaire n'a survécu pour raconter ce qui s'est passé. Et c'est précisément cette impossibilité parfaite qui fait de la vallée de la mort sibérienne l'un des grands mystères durables du monde. Pourquoi cela importe-t-il ? Parce que les cas qui défient notre compréhension nous rappellent les limites de la connaissance. Nous vivons à une époque où nous avons l'impression que la science peut tout expliquer, qu'une technologie suffisante, des données suffisantes, une analyse suffisante révélera toutes les vérités. Et puis nous rencontrons quelque chose comme cette vallée. 40 personnes. Un siècle. Technologie avancée. Et aucune réponse. Ce qui rend ce cas durable n'est pas le manque d'investigation. C'est l'équilibre parfait entre l'évidence et l'impossibilité. Il y a suffisamment de données pour confirmer que quelque chose de véritablement anormal se produit. Il y a suffisamment de modèles pour écarter le pur hasard. Mais il y a des preuves physiques insuffisantes pour déterminer la causalité. C'est une impossibilité parfaitement calibrée. Et cela impose l'humilité. La méthode scientifique, aussi puissante qu'elle soit, a des limites. Quand les preuves disparaissent, quand les témoins meurent, quand les corps ne sont jamais retrouvés, la science judiciaire atteint son point de rupture.
Nous pouvons mesurer, nous pouvons tester, nous pouvons analyser, mais nous ne pouvons pas prouver ce que nous ne pouvons pas examiner. La vallée garde ses secrets. 40 personnes sur un siècle. 0 corps récupéré. Aucune explication définitive. Et peut-être, aucune explication possible. Peut-être que certains mystères existent, non pas parce que nous n'avons pas suffisamment investigué, mais parce que la réalité a des coins sombres où l'explication n'atteint pas, où des modèles existent sans cause détectable, où des personnes disparaissent et la Terre ne dit rien. Si vous êtes captivé par les mystères insolubles, les cas qui demeurent irrésolus malgré des décennies d'investigations rigoureuses, cette chaîne explore précisément cela. Abonnez-vous pour des enquêtes en profondeur sur les énigmes qui dépassent la science, tout en respectant votre intelligence. Parce que certaines questions n'ont pas de réponse. Certaines disparitions n'ont pas de résolution. La vallée de la mort sibérienne en fait partie. Les pierres sculptées marquent toujours la frontière. Les avertissements demeurent. Et les locaux, qui ont vu des scientifiques disparaître pendant des générations, refusent toujours d'entrer. Ils savent quelque chose que la science n'a pas encore pu prouver. Ils savent que la vallée ne tolère pas les intrus. Ils savent que ceux qui entrent ne reviennent pas. Ils savent qu'après 1000 ans d'avertissement et un siècle de disparition, la vérité la plus simple peut être la plus profonde. Certains lieux ne sont pas faits pour les êtres humains. Certaines limites ne doivent pas être franchies. Et certains mystères, quelle que soit la technologie que nous appliquons, quel que soit le temps que nous investiguons, restent exactement cela. Mystère. La vallée de la mort retient ses victimes. Elle retient ses secrets. Et en décembre 2025, 68 ans après la première expédition scientifique documentée, nous ne savons toujours pas pourquoi.